Le seul plaisir, c'est tout de même la prochaine photo, c'est d'être là, cette espèce d'angoisse devant la réalité, de se dire qu'est-ce que je vais voir. Puis je me suis tiré, j'étais en Afrique. On est dans un monde de privilégiés. Faut pas gratter beaucoup et aller voir très loin pour voir les différences. Je trouve que les expositions où on invite 999 photographes à exposer 2 photos n'a aucune espèce d'intérêt. Oh, mais c'est tout le temps la chance, il n'y a que ça. Il n'y a que la chance qui compte. Quand on veut, on n'obtient rien. Il ne faut pas vouloir. Il faut être disponible et puis ça vient. Vous connaissez sûrement le photographe Henri Cartier-Bresson, un photographe français qui a été très connu et on entend d'ailleurs toujours parler de lui. Mais est-ce que vous savez réellement qui est Henri Cartier-Bresson ? Le 22 août 1908, naît Henri Cartier-Bresson à Chanteloup-en-Brie, en France. Il grandit dans une famille assez bourgeoise travaillant dans le milieu du textile. Henri passe une partie de son enfance en Normandie et il s'intéresse très peu à l'école. D'ailleurs, il passe tout son temps à lire. Ses professeurs finissent donc par abandonner l'idée de l'intéresser à ce qu'ils enseignaient en le laissant lire au fond de la classe. Ils voyaient qu'il s'intéressait à des auteurs plutôt sérieux et avancés sur son âge, comme par exemple Stendhal ou Balzac. C'est d'ailleurs là qu'il va faire sa première entrée dans le monde artistique et il va d'ailleurs s'y intéresser énormément. Il gardera sa passion de la lecture durant toute sa vie. Plus tard, Henri Cartier-Bresson passera plusieurs fois son bac, mais sans succès. Et puis en plus de ça, il ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale dans le milieu du textile, ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment le monde de l'art, la peinture, le dessin, la lecture. Et donc, il décide de suivre des cours dans l'atelier d'André Lotte, un célèbre peintre, où il suivra d'ailleurs ses cours pendant environ 1 an et demi. C'est dans ces cours qu'il commence à apprendre la composition, mais malheureusement, Henri Cartier-Bresson quittera rapidement ses cours, puisqu'il trouve que André Lotte est un petit peu trop théoricien. C'est à ce moment-là qu'Henri découvre la photographie et commence à prendre ses premières photos. Nous sommes en 1930. Henri décide de partir pendant 1 an en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire. Là-bas, il va d'ailleurs tomber très malade et il va commencer à écrire des lettres à ses proches car il était persuadé qu'il allait bientôt mourir. Finalement, tout se passe bien et il rentre en France. À ce moment-là, il découvre l'image de Martin Mekaxi et il décide de se consacrer pleinement à la photographie, bien qu'il se considérera tout d'abord comme un peintre. Il s'achète alors son tout premier appareil photo qui est un Leica 35 mm. Alors en quelques mots, pourquoi ce choix? C'est parce qu'il est assez petit, assez discret et on peut le prendre partout et en plus il est léger. Il commence donc à lire le manuel de son appareil photo car pour lui c'est à peu près tout ce qu'il doit savoir pour avoir la technique de la photo. Puis il réalise ses premières images surréalistes. Certaines de ces images qui ont été prises les semaines suivant l'achat de son appareil photo, donc vraiment au tout début de sa carrière, vont se retrouver dans son livre Images à la sauvette, mais ça on en reviendra un petit peu plus tard. Durant cette période, Henri va capturer l'une de ses images les plus emblématiques. On est en 1932. Henri se trouve à proximité de la gare Saint-Lazare à Paris lorsqu'il voit un homme sauter au-dessus d'une flaque d'eau. Henri se munit donc rapidement de son appareil photo, glisse celui-ci entre 2 planches d'une palissade et prend l'homme en photo. Ça, j'ai pris à travers les... À travers les planches, j'ai juste passé l'appareil et j'ai rien vu. C'est pour ça que c'est un peu flou parce qu'il y avait les planches étaient comme ça et je passais tout juste l'objectif. Puis je regardais comme ça et pas à travers le viseur, je ne pouvais rien voir. D'ailleurs, l'une des planches sera visible sur le négatif et c'est l'une des rares images d'Henri Cartier-Bresson qui a été recadrée. Quand on regarde le négatif, on peut remarquer qu'il manque des perforations sur le côté gauche de la pellicule et quand on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il manque ces perforations-là, Henri Cartier-Bresson va répondre qu'il les a mangées. Plus tard, on saura que Henri Cartier-Bresson développait lui-même ses photos au tout début de sa carrière, donc dans sa chambre noire, et d'ailleurs, il va même dire qu'il était plutôt nul en développement et qu'il loupait la plupart du temps ses tirages. Cette image fait partie des images qui ont été protégées durant la Seconde Guerre mondiale, car en effet, Henri Cartier-Bresson, pour protéger toutes ces images, il les a enterrées dans un endroit. Malheureusement, toutes ces images ne vont pas être retrouvées, ce qui explique aujourd'hui pourquoi on ne dispose pas de beaucoup de séries complètes.
Durant cette guerre, Henri va être prisonnier et il va réussir à s'échapper plusieurs fois jusqu'à filer totalement loin des Allemands en 1943. Il va donc rejoindre le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés. À la fin de la guerre, il va même réaliser un documentaire s'appelant Le Retour sur le rapatriement des prisonniers de guerre et des déportés. Durant cette période, donc quand Henri est emprisonné et plus tard réussira à s'échapper, à l'autre bout du monde, les Américains sont persuadés que Henri est décédé pendant la guerre. Ils décident donc de lui consacrer une exposition posthume. Henri en entend bien évidemment parler et il va décider de se rendre aux États-Unis afin de signaler comme quoi il est bien vivant. Et d'ailleurs, il continuera à passer l'année là-bas. Il rencontre Newhall qui est un photographe mais également le directeur de l'exposition. Ils terminent donc tous les deux l'exposition qui s'ouvre en 1947 avec un an de retard sur la date initialement prévue. Cette année va être une totale transition dans la vie d'Henri Cartier-Bresson. Tout d'abord, lors de l'ouverture de l'exposition, il y avait Robert Capa. Alors Robert Capa, c'est un photographe mais également un ami d'Henri Cartier-Bresson et donc Robert Capa va donner quelques conseils à son ami. Il lui suggère de se présenter désormais en tant que reporter et non plus comme photographe surréaliste afin que cette étiquette de petit photographe parisien ne lui colle pas à la peau durant toute sa carrière pour éviter justement qu'il n'obtienne jamais de commande. Dans la foulée, Robert Capa et Henri Cartier-Bresson décident de fonder une agence de photos s'appelant Magnum Photo. Ils fondent cette agence avec les photographes George Roger, William Vandiver et David Seymour. L'origine du nom de l'agence viendrait du Magnum de champagne qu'ils ont sabré en cette occasion. L'idée de leur agence est vraiment de défendre les photographes face aux magazines en leur permettant de gérer eux-mêmes leurs propres négatifs alors qu'avant ils étaient plutôt contraints de les vendre. Désormais les magazines payent pour utiliser des images et repassent autant de fois à la caisse pour utiliser autant de fois la photo. Par exemple, s'ils voulaient utiliser une certaine photo 5 fois, il fallait qu'ils payent 5 fois. Les photographes sont alors indépendants et restent les propriétaires de leurs travaux. Une période assez riche s'ouvre à Henri Cartier-Bresson, notamment en voyage qui l'emmène aux quatre coins du monde. De 1948 à 1959, il va en Orient. Il couvre les funérailles de Gandhi en Inde et c'est d'ailleurs l'une des dernières personnes à voir Gandhi vivant. Il l'a rencontré la veille de son assassinat et il lui a montré le travail qu'il faisait. Il produit donc cette image lors des funérailles de Gandhi et d'ailleurs il ne se souvient plus si c'est lui-même qui a pris cette photo ou si c'est son ami photographe à qui il lui a prêté son appareil qui est monté sur un poteau et a pris la scène en photo. Pendant son voyage, il photographie aussi les derniers jours du Kuomintang en Chine pour le magazine Life et il va aussi prendre en photo l'indépendance en Indonésie. Ces photos sont donc rapidement publiées dans le monde entier et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Henri Cartier-Bresson obtient une véritable renommée. En 1954, c'est d'ailleurs le premier photographe admis en URSS depuis le début de la guerre froide. Puis en 1958, il retourne encore une fois en Chine pour le 10e anniversaire de la République populaire afin de photographier l'évolution. Et d'ailleurs, il n'en garde pas un très bon souvenir de ce voyage-là puisqu'il était assez dirigé et il était tout le temps suivi durant son travail. Pendant les années et les décennies qui suivent, les voyages vont s'enchaîner sur le même rythme. En 1963, il réalise son second séjour au Mexique où il est envoyé par le magazine Life à Cuba. Puis il retourne l'année suivante en Inde. Il va encore une fois retourner en URSS en 1972-1973. Il faut savoir qu'Henri voyait très peu ses planches contact ou alors il les voyait mais très longtemps après. En fait, il envoyait directement ses bobines à l'agence qui, elle, se chargeait de les développer, les trier, les sélectionner, puis les envoyer au magazine. C'est donc lors des parutions de ses photos dans les magazines qu'il découvrait son travail. À ce moment-là, il pouvait être à l'autre bout du monde, tout comme rentrer en France, ça dépendait de là où il se trouvait. Cette période de sa vie va encore une fois être marquée par un événement qui est assez important pour lui, la publication de son livre Images à la sauvette, publié en 1952. Son livre devient très rapidement connu et d'ailleurs il va en faire pas mal de jaloux. Il faut savoir qu'en anglais son titre ne se traduisait pas. Il a donc choisi un autre titre en anglais qui a été The Decisive Moment. Cette image va lui coller à la peau et Henri va devenir malgré lui le photographe de l'instant décisif.
Après ces décennies riches de voyages, de livres, d'aventures et de reportages, Henri Cartier-Bresson décide de prendre ses distances avec la photographie. En 1974, il quitte l'agence Magnum, mais il reste tout de même associé, il reste très écouté et on lui laisse aussi la gestion de ses archives. Il va donc désormais se consacrer à son premier amour depuis qu'il est tout petit et ce jusqu'à la fin de sa vie, qui est le dessin. Il va même dire qu'en réalité, il s'est toujours considéré comme un peintre et pas vraiment comme un photographe. Il disait qu'il utilisait l'appareil photo en tant que carnet de croquis qui lui permettait de capturer des choses sur le vif. D'ailleurs, il détestait être pris en photo, mais il va faire un petit cadeau à sa seconde femme Martine Franck, qui elle aussi est photographe, en se laissant prendre en photo par elle. Il continuera tout de même à donner des interviews, à aller à des expositions et d'ailleurs d'y exposer ses photos et ses dessins. Il va même continuer d'entretenir une correspondance soutenue avec certains journalistes du Monde, un journal qu'il appréciait beaucoup. D'ailleurs, il a même milité pour ne pas que le journal Monde utilise des images, puisqu'il disait que les images étaient réservées aux magazines et non pas aux journaux. En 2000, il décide avec sa femme Martine Franck et leur fille Mélanie de créer la fondation Henri Cartier-Bresson qui sera notamment destinée à rassembler ses œuvres mais également à rassembler les autres œuvres d'autres artistes. Il souhaite également que son œuvre reste entre de bonnes mains et que l'on ne publie pas tout et n'importe quoi une fois qu'il ne sera plus là pour vérifier les publications. Au-delà de la conservation des œuvres d'Henri Cartier-Bresson, la fondation a permis deux choses. La première, c'était de recréer la véritable chronologie de la vie d'Henri Cartier-Bresson. Il faut savoir aussi qu'Henri Cartier-Bresson, en interview ou même pendant certaines discussions, il ne savait plus situer quel événement. Et donc grâce à cette chronologie, on sait exactement tout ce qui s'est passé dans la vie d'Henri Cartier-Bresson avec de bonnes dates. Et la deuxième, elle conserve toutes les photos d'Henri Cartier-Bresson, que ce soit des tirages, des négatifs, des photos en noir et blanc ou même en couleur. Henri Cartier-Bresson a notamment été connu avec ses photos en noir et blanc, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait beaucoup de photos en couleur. En effet, dès le début des années 50, Henri Cartier-Bresson va commencer à réaliser de plus en plus de photos en couleur afin de faire la une des magazines qui, elles, n'étaient acceptées qu'en couleur. Mais vers le début des années 70, avec du recul sur son travail, il n'était plus satisfait de ses photos, il a décidé même de les faire retirer, ce qui a donc été respecté. Il est important de noter que pour Henri, l'importance de l'appareil photo n'est pas du tout la clé pour une photo réussie. Il a déclaré une fois que l'appareil photo n'était seulement qu'un outil alors que la vision du photographe fait tout le travail. Il a toujours prôné la simplicité au niveau de son travail, notamment en utilisant du matériel basique, car pour lui le plus important c'était vraiment de se concentrer sur la composition et le moment décisif. Henri Cartier-Bresson a donc été surnommé l'œil du XXe siècle. Il a marqué l'histoire de la photographie et continue à marquer l'histoire de la photographie encore aujourd'hui puisqu'on entend encore beaucoup parler de lui. Henri Cartier-Bresson est décédé le 3 août 2004 chez lui à l'âge de 95 ans. C'est ainsi que se termine la vie d'Henri Cartier-Bresson. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.